Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause la paternité de... Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause la paternité de la relativité restreinte. C'est mieux. Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause la paternité de la relativité restreinte. En effet, on peut entendre parler de Lorentz, de Poincaré, de Maxwell, de Newton, de Galilée. Tout ça, c'est ok, on peut en discuter. Mais à un moment donné, il faut être clair. Dans l'histoire de la relativité restreinte, il y a deux personnes, et uniquement deux personnes, qui ont vraiment un méga coup de génie. C'est Einstein et Giordano Bruno. Alors pendant très longtemps, on a considéré que la Terre était immobile à cause d'Aristote. Aristote considère que la Terre est immobile, comme beaucoup de gens à son époque, je veux dire, on va pas se leurrer, beaucoup qui considéraient que la Terre était immobile, sauf qu'Aristote a prouvé que la Terre était immobile. Une preuve fabuleuse. Si on va en haut d'un arbre, qu'on lâche un objet du haut de l'arbre, il va tomber verticalement. Preuve que la Terre est immobile, car si la Terre était mobile, entre le moment où on lâche l'objet et le moment où il touche le sol, comme la Terre se déplace, l'objet n'atterrirait pas à la verticale du point d'où on a lâché. Du coup, on a considéré que la Terre était immobile jusqu'à environ le XVIe siècle, quand Giordano Bruno a eu une idée complètement dingue, l'idée de faire l'expérience depuis un bateau. Il a lâché un objet du haut d'un mât, puis il a vu que l'objet est tombé au pied du mât alors que le bateau était en mouvement. Du coup, la preuve d'Aristote n'était pas une preuve. Du coup, il n'y avait pas lieu de considérer que la Terre était particulièrement immobile. Donc pour faire simple, là, Bruno, il tend un gros doigt à Aristote. Bruno, c'est un type un petit peu particulier, qui a pas mal défrayé la chronique à son époque, puis il n'y avait pas spécialement de chronique à son époque. Giordano Bruno va être le premier à s'imaginer en fait que l'espace est infini, que les étoiles qu'on voit sont infiniment loin. Cet espace infini contient d'innombrables soleils et une infinité de terres qui tournent autour de ces soleils. Et ça, c'est un point qui va être crucial pour la relativité parce que c'est la première fois qu'une personne exprime le fait qu'il n'y a a priori pas de point privilégié dans l'univers, pas de point autour duquel tout tourne, que notre soleil et notre terre ne sont finalement qu'une étoile et une planète parmi des centaines de millions ou de milliards d'autres. Il à noter, Giordano Bruno va aussi exprimer l'hypothèse que, vu qu'il y a vraisemblablement une infinité d'étoiles et de planètes, il doit y avoir de la vie ailleurs. Et pas qu'un peu. C'est pas pour ça qu'il va se faire cramer sur le bûcher en 1600. C'est pas pour ça. Mais ça n'a sans doute pas aidé. Donc au final, ce que dit Bruno, c'est qu'il n'y a pas d'endroit plus particulier qu'un autre dans l'univers. Ce qui nous emmène à Galilée. Galilée ne va pas explicitement citer Bruno, puisque Bruno vient de se faire cramer pour hérésie, et que c'est pas le genre de truc qui tente particulièrement Galiléo Galilei. Du coup, il va un petit peu faire varier l'expérience. Ce que va dire Galilée, c'est si vous allez dans la cabine d'un bateau, que vous y placez des mouches, des papillons, vous y mettez un bocal avec dedans un poisson, que vous prenez une bouteille qui est pleine d'eau, que vous la suspendez à l'envers pour laisser tomber l'eau au goutte à goutte dans un récipient qui est à la verticale de cette bouteille. Et si vous vous amusez à faire des sauts sur place dans la cabine, que le bateau soit en mouvement ou que le bateau soit à l'arrêt, les mouches et les papillons voleront dans tous les sens, le poisson ira là où il veut, le goutte à goutte tombera toujours dans le récipient qui est à la verticale, et vous sauterez toujours sur place dès lors que quand le bateau est en mouvement, il n'y a pas de variation de mouvement et qu'il n'y a pas de changement de direction. Ce qu'on appelle aujourd'hui un mouvement rectiligne uniforme. Donc ce que fait Galilée, il ne démontre rien, mais il observe que les lois de la physique semblent être absolument toutes les mêmes pour n'importe quel référentiel inertiel. Ce qu'on appelle un référentiel inertiel, c'est un référentiel, on va dire, inerte. Inerte, c'est-à-dire que c'est un référentiel sur lequel il n'y a aucune force qui s'applique. Ou, pour être plus précis, l'ensemble des forces qui s'appliquent sur lui s'annule. Pour faire très très simple, un référentiel inertiel, c'est un point donné de l'espace qui est soit au repos, soit dans un mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que ça va dans une seule direction
et à une seule vitesse, aucune variation de vitesse. Donc il y a une notion essentielle là-dedans dont on ne parle pas vraiment, c'est la notion d'accélération. Les scientifiques de l'époque ne distinguent pas vraiment les notions de vitesse, d'accélération, d'énergie, de force. On en est globalement encore à l'impetus. Ah ouais, l'impetus. C'est bon ça. Et devinez d'où ça vient. Aristote considère qu'il existe deux types de mouvements dans l'univers. Les mouvements naturels et les mouvements violents. Un mouvement naturel, c'est le mouvement spontané et naturel que va avoir un élément. Par exemple, l'eau et la terre vont naturellement vers le bas, puisque c'est leur origine. Tout le monde sait que l'eau et la terre trouvent leur origine en bas. L'air et le feu, en revanche, vont avoir un mouvement naturel vers le haut, car c'est leur origine, pour les mêmes raisons que Aristote. Les mouvements qu'il appelle violents, ce sont des mouvements qu'on pourrait dire, disons, artificiels. C'est le fait, par exemple, de jeter un objet en l'air, c'est le fait de marcher, d'avancer, de se déplacer, voilà. Il considère que ces mouvements n'existent que tant qu'une force s'applique. Dès lors qu'une force ne s'applique plus, le mouvement n'existe plus. Rien que ça, c'est complètement con. Le mec a quand même étudié, en se plantant, mais il a quand même étudié la chute des objets. Ça va d'ailleurs poser un certain nombre de problèmes au Moyen-Âge, quand on arrive vraiment à une époque de guerre bien organisée, au sein desquelles on va trouver des gens qui tirent des projectiles. Donc notamment des flèches, des rochers avec des catapultes, voilà. Et donc la question qui se pose, c'est au moment où on tire une flèche, il n'y a plus aucune force qui s'applique sur la flèche. Elle devrait s'arrêter. Pourquoi ne s'arrête-t-elle pas et pourquoi continue-t-elle? Justement, c'est là qu'on va inventer l'impetus. L'impetus, c'est une charge de force qu'on va transmettre à l'objet. Donc au moment où on tire la flèche, il faut imaginer qu'on donne une force à cette flèche, qu'elle conserve et qu'elle épuise au fur et à mesure, ceci expliquant pourquoi elle continue d'avancer, mais qu'au bout d'un moment, elle ralentit puis elle tombe. Impetus. Mais donc, Galilée, donc, il n'a pas vraiment cette notion, lui, ce qu'il retient, c'est qu'on peut changer de repère comme on veut. Il met même au point les règles qui permettent de changer, de passer d'un repère à un autre. Ces transformations font simplement appel à des translations et à des rotations. C'est pas très compliqué, ce sont les transformations galiléennes. Et donc, l'essentiel de l'observation de Galilée consiste à dire que quand on est dans la cabine d'un bateau, si on n'est pas en mesure de regarder dehors, il est impossible de déterminer si on est à l'arrêt ou si on est en mouvement tant qu'il n'y a pas de variation de mouvement. Ce qu'il dit précisément, c'est que être en mouvement, c'est la même chose que ne pas être en mouvement. Enfin, être en mouvement rectiligne uniforme. Je préciserai pas à chaque fois, parce que c'est long. Je ne veux pas dire MRU parce que ça fait... voilà. Donc en mouvement, rectiligne uniforme. Quand on est en mouvement, c'est pareil que quand on n'est pas en mouvement. Ça, c'est la relativité qui est née. La relativité qui est née, ce que ça signifie, c'est qu'il n'existe pas de vitesse absolue, il n'existe pas de position absolue, il n'existe pas de mouvement absolu. Si je me déplace par rapport à une chose, c'est rigoureusement la même chose que de dire que c'est en fait cette chose qui se déplace par rapport à moi. Je prends un exemple tout bête pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de plateforme. Si on prend simplement l'exemple de Super Mario Bros, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Tout le monde sait bien que Mario n'avance pas. Hein. Une fois que vous arrivez à un certain stade de l'écran, Mario n'avance plus, même si vous le faites avancer, en fait, vous faites défiler le monde sous ses pieds. La relativité. Dans Mario. Ce principe va être formalisé en 1687. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des sciences n'ont même pas besoin d'entendre de qui je veux parler une fois qu'ils ont entendu l'année. Il s'agit bien sûr d'Isaac Newton. Quand il va formaliser ses lois de la mécanique, la première de ces lois consiste à dire que quel que soit le référentiel qu'on prend, si un corps n'est soumis à aucune force, ou si la somme des forces auxquelles il est soumis s'annule, ce corps est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. C'est tout simplement le principe de relativité formalisé par Newton. Voilà. Et par rapport à ça, il y a deux choses qu'il faut impérativement noter. La première, c'est que pour Newton, l'espace et le temps sont des choses absolues. Et la deuxième chose qu'il faut noter impérativement, c'est que pour Newton, la lumière est composée de corpuscules qui se déplacent à une vitesse infinie. La lumière, ce sont des petites billes qui se déplacent instantanément de leur source à notre œil. Pour faire simple.
En 1864, c'est-à-dire quand même 200 ans après Newton, ça fait 200 ans qu'on utilise la mécanique quotidiennement, qu'on l'utilise pour mesurer les mouvements des étoiles, des planètes, mais également des objets du quotidien, des cailloux qu'on lance, etc. Que ce sont des lois qui fonctionnent, et des équations qui fonctionnent, mais avec une précision qui est ahurissante. Tout ça pour dire qu'on est à un stade où on considère que la mécanique est vraie. Mais pour de vrai, il n'y a aucune raison particulière de la remettre en cause. Ça a l'air de tomber de nulle part, mais je dis ça pour une raison. En 1864, donc James Clerk Maxwell, va unifier électricité, magnétisme et optique. Il va fonder les 4 équations fondamentales de l'électromagnétisme, qu'on appelle aussi classiquement les équations de Maxwell, vu que c'est lui qui les a mises au point. Et que ces équations sont putain de badass, quoi. Et on fera des épisodes sur l'électromagnétisme. Là, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas l'objet de cet épisode, mais on en fera parce que Maxwell, c'est un ouf malade. Ce qu'il faut noter qui est intéressant, c'est que selon l'électromagnétisme de Maxwell, la lumière n'est pas un corpuscule qui se déplace à une vitesse infinie. La lumière est une onde électromagnétique qui se déplace à une vitesse donnée, qu'on appelle la vitesse de la lumière. Pas fait chier sur ce coup-là. Ça pose un énorme problème. C'est que à cette époque-là, ce qu'on sait des ondes, c'est que pour se propager, elles ont besoin de se propager dans un milieu. C'est ce qu'on sait des ondes. Une onde, c'est un phénomène vibratoire qui a besoin d'un milieu pour se propager. S'il n'y a pas de milieu pour se propager, il ne se propage pas. Le son dans le vide ne se propage pas. Et donc, si la lumière est un phénomène électromagnétique, si la lumière est une onde, eh ben, il faut bien qu'elle se propage dans un milieu. Ce que ça signifie, c'est que la lumière du soleil, pour qu'elle arrive jusqu'à nous, ça veut dire qu'elle ne traverse pas le vide de l'espace, mais qu'elle traverse le schmurz de l'espace. Sauf que schmurz, c'était pas beau, donc ils ont décidé d'appeler ça l'éther. Précisément, l'éther luminifère, qui transporte la lumière. Mais on va appeler ça l'éther. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on va inventer cette histoire d'éther, juste pour permettre à la lumière de se propager, simplement parce que Maxwell estime que la lumière devrait être une onde électromagnétique. C'est parce que les équations de Maxwell, justement, fonctionnent putain de bien, quoi. Pour faire très simple. Et qu'en gros, les équations de Maxwell, il en dérive hyper naturellement que la lumière est un phénomène ondulatoire. Donc on part de cette idée-là, qui n'est pas plus bête qu'une autre, qui consiste à dire qu'en fait, dans l'espace n'est pas vide, mais qu'il y a un espèce de truc. Donc on va essayer de comprendre ce qu'est ce truc. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est liquide? Est-ce que c'est gazeux? Est-ce que c'est autre chose qu'on ne connaît pas? Est-ce que ça a du poids? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça vibre? Enfin, toutes ces questions qui sont trépidantes. Et en fait, on va se heurter à un mur, consiste à dire qu'on va être capable de rien démontrer du tout sur l'éther, si ce n'est 3 choses qui sont fondamentales concernant l'éther. Pour le reste, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a 3 choses qui semblent évidentes concernant l'éther. La première chose, c'est que l'éther est extrêmement rigide, mais en même temps élastique. Je sais, ça a l'air curieux, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'il est rigide et pourquoi est-ce qu'il est élastique? Il est parfaitement rigide parce que pour que la lumière d'une étoile super lointaine puisse arriver jusqu'à notre œil, ça veut dire que cette onde peut se propager suffisamment loin sans être complètement absorbée par l'éther. Hein, pas d'atténuation. Hein, je veux dire, le son, mine de rien, quand vous parlez, ça ne porte pas à 20 km. Il y a une atténuation. C'est pareil pour la lumière dans l'éther. Rigide mais élastique également pour que ça puisse vibrer, que l'onde puisse se propager. La deuxième chose, donc rigide et élastique, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la mécanique newtonienne nous a permis de mesurer le mouvement des planètes et de calculer le mouvement des planètes et des étoiles de façon parfaitement exacte, sans jamais avoir besoin de recourir à l'éther. Ce que ça signifie, c'est que si les équations qu'on utilisait sans prendre en compte l'éther étaient correctes, c'est qu'en fait, l'éther n'impacte pas ces mouvements-là. Et donc, ça signifie que l'éther doit avoir une résistance qui est au moins quasi nulle à la matière. Donc, la matière doit pouvoir se déplacer au sein de l'éther de façon quasiment libre,
sans éprouver la moindre résistance, ou alors de façon infinitésimale, et que ça ne fasse pas varier les résultats des équations de façon significative. Donc, on a un truc qui est rigide, élastique, qui en même temps n'offre aucune résistance à la matière, ou presque pas. Mais le troisième point qui est dingue, c'est que ce qu'on arrive à déterminer, c'est que l'éther doit être absolument immobile. Et ça, c'est très intéressant pour les scientifiques de l'époque. Parce que si on a un éther qui est parfaitement immobile et qui est présent à peu près partout dans l'univers, ça signifie qu'on a un référentiel privilégié, absolu, à partir duquel on va pouvoir mesurer les mouvements des autres objets. Voilà. Donc on va pouvoir mesurer notamment le mouvement des planètes par rapport à l'éther. Ça, c'est hyper intéressant. C'est tellement intéressant que de 1881 à 1887, Michelson et Morley vont tenter de déterminer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Donc je ne rentre pas trop dans le détail de leur expérience. Pour faire simple, ce qu'ils ont fait, l'idée est la suivante. Ils se sont dit, par exemple, si je suis sur un véhicule et que je veux déterminer la vitesse de ce véhicule, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des projectiles dont je peux mesurer la vitesse de façon perpendiculaire, à deux endroits différents, de façon perpendiculaire. En imaginant que le véhicule aille dans cette direction, ce qui se passe, c'est qu'en tirant un projectile vers là, pendant que le projectile va avancer, moi avec le véhicule, il va avancer aussi, et donc il me semblera que le projectile va moins loin qu'il devrait. Tandis que celui que j'ai envoyé perpendiculairement là, je vais le voir partir vers l'arrière. Et en faisant plusieurs mesures comme ça, je vais pouvoir déterminer à peu près précisément dans quelle direction est-ce que je me déplace et à quelle vitesse. Donc Michelson-Morley vont faire pareil, sauf qu'ils vont le faire avec de la lumière, avec un système de miroir, etc. Ils vont mesurer un décalage de phase. Je rentre pas dans le détail vraiment, mais le principe c'est vraiment ça. Ils vont faire ça sur plusieurs mois parce que on sait jamais, peut-être qu'ils font l'expérience à un moment donné où c'est immobile ou à un moment donné où ça change de sens. Donc ils savent pas par rapport à l'éther comment ça se passe. Ils savent comment la Terre se déplace par rapport au Soleil, mais on ne sait pas comment la Terre et le Soleil se déplacent par rapport à l'éther. Donc ils veulent prendre la mesure à plein de moments différents. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont jamais trouver ce qu'ils pensent trouver. Cette expérience de Michelson et Morley est réputée comme étant une des expériences les plus célèbres, dites négatives, c'est-à-dire où on trouve un résultat qui n'est pas du tout celui qu'on attendait. Alors ils vont essayer de chercher diverses explications pour justifier le fait qu'ils ne trouvent pas le résultat qu'ils attendent, ils vont complètement se vautrer, parce que c'est absolument impossible, jusqu'à Ernst Mach qui va être le premier à dire peut-être que le problème en fait vient pas de l'expérience, mais du fait que l'éther, ça n'existe pas en fait. Mais ça va pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de charisme sans doute, le Ernst Mach. Je veux dire, voilà, il s'appelle peut-être Mach, mais voilà. Ensuite, il va se passer autre chose. Heaviside, en 1889, va remarquer que quand un champ électrostatique est en mouvement, il se contracte dans le sens de son mouvement. Et ça pose un nouveau problème. Parce que ça veut dire que si moi je suis en mouvement avec ce champ électrostatique, et admettons, je ne suis pas censé savoir que je suis en mouvement. C'est ça le... Ça c'est Newton, c'est la relativité de Newton, Galilée. Je ne suis pas censé savoir que je suis en mouvement dès lors qu'il n'y a pas d'accélération particulière. Et donc si simplement je constate que le champ électrostatique qui se déplace avec moi est écrasé, je peux déterminer qu'en fait je suis en mouvement puisqu'il n'est pas censé être contracté, et en plus le sens de la contraction va me dire dans quel sens je suis en mouvement. Ce qui signifie donc que tous les référentiels ne se valent plus. Fitzgerald, la même année, va essayer de résoudre ce problème en ayant une idée, je vais être gentil, je vais dire délirante. Parce que l'idée a priori semble tomber de nulle part. Et il dit mais peut-être qu'en fait, effectivement les champs électrostatiques se contractent dans le sens du mouvement, mais peut-être que les corps, la matière elle-même, se contractent également dans le sens du mouvement, à cause de l'éther. Voilà, peut-être un effet que l'éther a sur la matière. Et c'est vrai que ça résoudrait le problème, parce que je me remets dans le cas où je suis en mouvement avec ce champ électrostatique. Si moi-même je suis contracté dans le sens du mouvement, je ne vois plus que le champ électrostatique est contracté. Et donc je ne peux plus déterminer si je suis en mouvement ou pas. Donc ça convient pas mal. À côté de ça, il avait aussi derrière la tête l'idée que la matière était composée de molécules et qu'il était possible que les forces intermoléculaires soient électriques. Et que donc quelque part ça se comporte un peu comme le champ électrostatique.
Mais bon, on est quand même à une époque, je rappelle, hein, donc vous pouvez aller voir Mendeleïev si vous ne l'avez pas encore vu. À l'époque, on n'est pas sûr qu'il y a des atomes, on n'a pas encore découvert l'électron. Tout ça, ça fait vraiment beaucoup d'hypothèses. Et il y a un gars la même année qui va avoir la même idée que Fitzgerald, sauf que lui, il va formaliser ça mathématiquement. Ce type s'appelle Lorentz, et il va en fait créer des équations. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va partir des équations, des transformations de Galilée, et il va intégrer à ces transformations l'idée de la contraction des longueurs. L'idée, effectivement, que la matière et que les champs électrostatiques se contractent en fonction du mouvement, etc. Il va intégrer ça dans ses équations. Et ce qui est fabuleux, c'est que en utilisant ces équations-là, on va commencer à pouvoir retrouver les mêmes résultats qu'on a trouvés expérimentalement avec l'expérience maudite de Michelson et Morley. On va retrouver les résultats qu'ils n'ont jamais su expliquer. Donc tout ça est très prometteur. Alors, ces équations, donc ces transformations qu'a inventé Lorentz, elles vont être ensuite complétées et parachevées par un autre mathématicien très connu à qui on attribue souvent la paternité de la relativité restreinte, à tort selon moi, c'est Poincaré. Poincaré, en fait, va compléter ces formules et il est tellement élégant qu'il va décider d'appeler ces transformations les transformations de Lorentz. Rien que pour ça, c'est la classe, quoi. Mais quand même, Poincaré va ajouter à ces transformations deux notions très importantes. La première est que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions et qu'aucun observateur ne peut aller plus vite qu'elle. Bon, pour être clair et honnête, c'est vrai qu'il était tellement proche de la relativité restreinte que je comprends qu'on puisse lui attribuer la paternité. Mais selon moi, c'est pas là que se trouve le coup de génie d'Einstein, et on va y venir. Et d'ailleurs, Poincaré, un truc à noter, c'est que Poincaré se trimballe toujours cet éther qui clairement ne ressemble à rien, mais qui semble à l'époque très prometteur et qui semble justifier et expliquer beaucoup de phénomènes qu'on ne comprend pas bien. Et donc, voilà où on en est quand arrive Einstein. En 1905, on appelle ça l'année miraculeuse de la physique, on appelle ça l'année miraculeuse des sciences, on appelle ça l'année miraculeuse d'Einstein, pour des raisons qui sont très simples. C'est que Einstein, qui à l'époque bosse à l'office des brevets en Suisse, n'est ni professeur, ni dans un labo, ni rien, personne ne le connaît. Et en quelques mois, il va publier 4 articles. Chacun de ces articles justifiant selon moi l'acquisition de 76 prix Nobel chacun, chaque article étant une révolution dans des domaines différents, et tout ça entre mars et septembre. Le premier de ces articles, c'est au mois de mars. Alors au mois de mars, en fait, Einstein il pose le problème suivant. Il dit, bon, pour Maxwell, la lumière est une onde électromagnétique. Et c'est vrai que si on balance de la lumière sur une barre métallique, je vous fais très simple, hein, le protocole c'est un peu plus compliqué, mais voilà, si on balance de la lumière sur une barre métallique, on va mesurer un champ électrique au niveau de la barre métallique. Preuve qu'il y a une propagation d'une onde électromagnétique qui crée un champ électromagnétique. Voilà. Le problème qu'on n'arrive pas bien à comprendre, c'est que selon la fréquence de la lumière qu'on envoie sur la barre métallique, eh bien, il y a ou il n'y a pas de champ électrique au niveau de la barre métallique, ce qui est contraire à ce qui devrait se produire. Ce qui devrait se produire normalement, c'est qu'on devrait toujours avoir un champ électrique dès lors qu'on balance de la lumière. Que la variation de fréquence fasse varier le courant en question, why not? Mais c'est tout, il ne devrait pas y avoir un seuil. L'éclair de génie d'Einstein, ça va être de se baser sur les travaux de Max Planck de 1900, dans lesquels il disait que la lumière était émise par paquets, vous vous rappelez les quantas d'énergie. On en avait parlé dans la vidéo sur pourquoi le soleil nous réchauffe. Mais il va aller plus loin, il va dire non seulement la lumière émet des quantas d'énergie, mais en fait la lumière n'est que composée de quantas. Et en faisant ça, cet article va poser le fondement de la mécanique quantique. Rien que ça. Un article. Cet article d'ailleurs lui vaudra le prix Nobel. Voilà. Mais un seul. Donc ça, c'était en mars. Au mois de mai, Einstein s'intéresse au mouvement brownien. Alors le mouvement brownien, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple
à comprendre. Si vous prenez un bol, vous mettez dedans de l'eau chaude, important qu'elle soit chaude, donc de l'eau chaude, et que vous versez dedans des grains de quelque chose très léger qui puisse être en suspension dans cette eau chaude, ça peut être des grains de pollen, ça peut être des grains de poivre, ça peut être, voilà. Vous observez ces grains, vous voyez qu'en fait, ils se déplacent de façon complètement chaotique et que ça semble ne ressembler à rien. Ce mouvement est dit brownien et ça pose des vrais problèmes scientifiques qui ont besoin de comprendre la nature de ce mouvement. Einstein va partir de l'hypothèse atomiste. Je rappelle qu'à cette époque, même si c'est vrai qu'en 1905 on a déjà mis en évidence l'électron, on ne sait pas encore trop vraiment ce que c'est. Il y a encore beaucoup de gens qui sont à peu près persuadés que les atomes, ouais peut-être mais j'y crois pas. Donc Einstein va partir du principe dingue, enfin non mais bon, que dans l'eau chaude en fait il y a des molécules d'eau. Des tas de molécules d'eau. Et que, comme cette eau est chaude, ces molécules sont agitées. Que ces molécules vont quelque part se comporter comme des petites billes qui se déplacent dans tous les sens, qui se rentrent dedans, qui se tapent, etc. et qui, de temps en temps, viennent taper un grain de poivre ou un grain de pollen. Et que si on pouvait mettre en équation le mouvement de ces molécules, ce serait intéressant de voir si on peut, du coup, comprendre le mouvement de ces grains. Et donc il va mettre au point une loi de diffusion du mouvement brownien, qui va parfaitement expliquer de façon très très exacte le mouvement brownien. Ce que ça signifie, c'est qu'il va indirectement mettre en évidence l'existence des atomes. Ça, c'est 2 mois après avoir fondé la mécanique quantique. Il va prouver l'existence de l'atome. Voilà. Je fais une toute petite parenthèse concernant le mouvement brownien, je mets un lien dans la description et vous pouvez aussi cliquer ici. Un site qui a été créé, alors je ne sais pas s'il a été créé ou s'il est simplement parrainé par Henry Reich, à qui on doit Minute Physics et Minute Earth, donc le site s'appelle Minute Labs, sur lequel vous pouvez en live, hein, c'est HTML5, c'est la beauté du truc, vous pouvez en live voir un mouvement brownien, faire varier la taille des molécules ainsi que la taille des grains, vous pouvez afficher les grains ou ne pas afficher les grains, et voir un petit peu comment ça se comporte. C'est une façon très visuelle de comprendre ce qu'est le mouvement brownien. Je dis ça, je dis rien. Au mois de juin, soit quelques semaines après son dernier article, Einstein va pondre un papier qui est relativement simple à lire. Si vous le trouvez sur internet, lisez-le, hein, ça se lit très bien. Qui s'appelle « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement ». Ce papier, c'est un des plus gros coups de massue de l'histoire des sciences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Einstein, c'est un esthète. Einstein, il aime l'idée que les lois qui régissent tout l'univers sont élégantes, ne sont pas compliquées, qu'elles s'intègrent bien les unes dans les autres, que tout va bien. Et lui, il a un problème avec l'éther. Il a un vrai problème avec l'éther. L'éther impose une asymétrie. On a d'un côté la mécanique, dans laquelle tous les référentiels se valent. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de référence privilégiée, tout se vaut. Et on a d'un côté l'électromagnétisme, avec cette connerie d'éther, qui est un référentiel absolu et immobile. Et Einstein n'aime pas ça. De plus, Einstein voit bien que tous les problèmes auxquels on a répondu ces dernières années sur les sujets sont des problèmes qui ont été eux-mêmes causés par l'éther. Donc il a une idée folle, supprimons cette idée d'éther. Voilà, c'était un truc à tenter, mais c'était une mauvaise idée, mettons-le de côté, oublions cette idée, c'est naze. On n'a pas besoin de l'éther. Une des conséquences de ce truc-là, c'est qu'il va devoir démontrer qu'une onde électromagnétique peut se déplacer dans le vide, sans éther. Il va ainsi mettre en place les fondements de la théorie des champs. Mais il n'est plus à ça près, carrément pas. Mais du coup, il va falloir maintenant résoudre tous les problèmes que l'éther avait résolus, à savoir, notamment concernant les contractions de longueur et les contractions des champs électrostatiques, il va falloir une toute nouvelle théorie de l'espace et du temps. Et c'est ça, et seulement ça, qu'on appelle la relativité restreinte.